Alors nous sommes toujours dans le débat, et c'est pas terminé, sur la troisième création. Et le passage de l'oral à l'écrit, c'est le passage de la deuxième à la troisième création. Parce que quand nous parlons, nous utilisons nos propres moyens, sans aucun apport extérieur. Quand nous écrivons, en revanche, nous servons de fabrication, de toutes sortes. Le papier, le crayon, le stylo, etc. etc. Donc l'écrit est la cible principale des attaques de la deuxième création contre la troisième création. J'ai passé une grande partie de mes recherches depuis des années à montrer à quel point il fallait se méfier des écrits, y compris et notamment des écrits imprimés, bien sûr. Et précisément, on ne peut que constater qu'un certain nombre de personnes considèrent l'écrit comme un objet dont on peut se servir comme on l'entend. Parce que le problème de l'écrit, c'est notamment qu'on ne sait pas qui parle, si ce n'est ce qui est écrit évidemment, et on ne sait pas à qui on parle. Alors que dans l'oral, on sait qui parle et on sait à qui on s'adresse. D'où une grande liberté de manœuvre où l'on peut changer le sujet et l'objet d'un discours. Et les chrétiens ne s'en sont pas privés en récupérant des textes qui ont pu effectivement au départ être oraux et en se les attribuant, en se les appropriant sans aucun scrupule. Je suis bien d'accord là-dessus. Et nous avons la génération de la troisième création qui est incapable de déterminer correctement qui est l'auteur et qui est l'objet d'un texte, d'une déclaration, d'un discours, et qui, par conséquent, considère que n'importe qui peut s'approprier ce discours et se considérer et déterminer comme elle l'entend quel est le sujet et quel est l'objet. L'objet étant à qui ça s'adresse et le sujet qui en est l'auteur. Tout un système de passe-passe, de tour de passe-passe. Alors, l'historien, il a vocation, me semble-t-il, à débrouiller tout cela et à repréciser lequel est le sujet, quel est l'objet. En sachant par ailleurs, bien sûr, que l'écrit peut être lui-même fait l'objet d'une contrefaçon, peut lui-même être antidaté, c'est-à-dire qu'on peut mettre une fausse date sur l'écrit. Et tout ça est évidemment très commode pour un certain nombre de faussaires et de voleurs qui s'approprient ce qui n'est pas à eux. Donc il y a un procès de l'écrit. Ça me fait penser à certains de mes interlocuteurs dans les cafés Philo McDo qui ont une religion de l'écrit en disant voilà, c'est écrit, donc si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Ils ne se demandent pas pourquoi on écrit, parce que ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser en amont. Quelle est la raison d'être de l'écrit? Parce que même si c'est écrit, ça ne veut pas dire que ce qui est écrit est vrai. Même si l'auteur est connu, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai et authentique. Donc finalement, il y a des personnes qui ne se posent pas toutes sortes de questions. Et c'est assez hallucinant, alors notamment dans le domaine religieux, parce que le domaine religieux, et des écritures, le mot écriture d'ailleurs veut bien dire ce qu'il veut dire, est l'occasion pour un certain nombre de personnes qui ont un cerveau quand même assez limité de pouvoir fonctionner à leur guise. Donc c'est écrit, donc ça s'est produit comme ça. Donc ils vivent dans un monde complètement fictif, enfantin,
où ce qui est écrit, ben, c'est vrai. Ça s'est passé comme ça, forcément. Voilà. Forcément.